Salut tout le monde, bienvenue, bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis Alexandre, Head of Community chez Crème de la Crème et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Il est 11h32, on va commencer dans quelques minutes. Prenez le temps de vous mettre confortable, de prendre un dernier café, un dernier rafraîchissement et à 11h35 on démarre. Voilà. Bon, je vois qu'il y a déjà du monde sur le chat. Bonjour Nadjat, bonjour Ludovic, Aurélie, Lucas, Yves, Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le personal branding animé par Crème de la Crème et Le Surligneur. Voilà, un peu de musique pour patienter. On se retrouve dans quelques minutes, 11h35. Ne manquez pas le départ. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans ce webinaire. On commence d'ici une petite minute. Je me présente, je suis Alexandre, Head of Community chez Crème de la Crème. Je me suis présenté sur le chat. Et vous, qui êtes-vous? N'hésitez pas à vous présenter. Sarah de Cybelle, super. Où est-ce que vous êtes actuellement? Quel est votre métier également? Est-ce que vous faites de la tech, du product, du marketing ou autre? Voilà, on est toujours curieux d'en savoir plus sur notre audience et les personnes qui rejoignent des webinaires qu'on organise. À Nantes, super. Product designer, Nadjat, à Barcelone, super. Bienvenue. Agile coach en DSI, brand designer en indépendant, super. Product designer à Nantes, super. Chef de projet technico-fonctionnel Île-de-France, ingénieur data cloud dans le 82 près de Montauban, excellent. Samuel. Brian, chef de projet consultant ARVR. Paris, CRM manager pour Norman, designer d'espace mode retail à Paris. Et ben super, on est vraiment à l'image de la communauté Crème de la Crème. Et ben super, pendant que vous continuez à vous présenter, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire autour du personal branding organisé par Crème de la Crème et Le Surligneur. Je me présente, je suis Alexandre Sutra, je suis Head of Community chez Crème de la Crème. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ambre de mon équipe justement pour parler de ce sujet. Salut Ambre, comment tu vas? Salut Alex, ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de faire partie de ce webinaire. Merci pour l'invitation, Alexandre. Bah écoute, c'est chouette, surtout qu'effectivement, on est ensemble pour à peu près 45 minutes. Le fonctionnement, c'est que là, on va vous présenter des retours d'expérience, mais aussi le contenu justement autour du personal branding. Comment est-ce que c'est un levier d'opportunité business et d'influence. Donc, on a du contenu qui est assez complémentaire aujourd'hui. N'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions. Vous avez une fonctionnalité questions-réponses sur l'outil qu'on utilise, GetContrast. N'hésitez pas à publier vos questions et puis on essaiera de les prendre au fur et à mesure. Et sinon, à la fin, on se dira 10-15 minutes pour répondre à vos questions parce que souvent les questions-réponses viennent enrichir le contenu qu'on partage. Et voilà, Ambre, je te laisse la main, je te laisse Ça marche. présenter. Ça marche. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Ambre. Je suis VP Marketing et Communication chez Crème de la Crème et je suis également cofondatrice de Crème Connect. Aujourd'hui, on va dire que mon terrain de jeu depuis des années, ça va être de créer des écosystèmes qui font grandir des marques, des communautés et aussi des carrières. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager lors de ce webinaire, c'est un angle plutôt opérationnel.
comment faire du personal branding un vrai levier de business. Voilà, on n'est pas sur des concours de likes, on n'est pas sur un exercice d'ego, mais plutôt, on va dire, un actif qui produit aujourd'hui de la valeur. Alors, si je dois présenter un petit peu Crème de la Crème et également Crème Connect, voilà, en 2 mots pour poser le décor. Crème de la Crème, c'est une plateforme de freelance avec des experts plutôt orientés tech, product, digital, IA, cybersécurité, marketing, voilà, qui sont donc en France. Notre métier va être de comprendre finalement les besoins des clients et de mobiliser les meilleurs experts du marché. Voilà, l'idée, c'est de faire vite, faire bien, mais avec un vrai niveau d'exigence. Concernant Crème Connect, donc ça, c'est un projet que je porte depuis maintenant un peu plus d'1 an. C'est notre club sélectif qui est dédié donc au C-level, Head of Senior Manager, plutôt des univers tech, data, IA, cloud et digital. On a aussi des membres qui sont autour du marketing. L'ambition, elle est assez simple, c'est de créer un espace d'échange entre pairs pour parler des enjeux plutôt stratégiques et aussi des enjeux de transformation à travers des rencontres qui vont être exclusives, des dîners, des thématiques, des tables rondes, des masterclass. Voilà, on fait pas mal d'événements et si certains d'entre vous nous suivent sur LinkedIn, je pense que vous avez dû voir pas mal de com passer à ce sujet. Pour vous résumer un petit peu le tout, donc Crème de la Crème va plutôt faire et Crème Connect va plutôt relier. Donc l'un aligne les meilleurs talents, l'autre aligne les décideurs et les idées qui comptent. On va passer maintenant au vif du sujet. Donc le personal branding ne sert pas l'ego, il sert la croissance. Donc c'est vraiment un levier de croissance de quoi concrètement? Donc ça va être vos deal flow parce que les bons clients vont pouvoir venir à vous. Les deal flow de vos partenariats parce que votre positionnement va devenir lisible, mais pas que, aussi de votre fidélisation parce qu'une parole cohérente va clairement créer de la confiance dans la durée et permettre, selon moi, d'asseoir votre crédibilité. Voilà. Très souvent, donc si on rentre dans le vif du sujet, voilà, le personal branding au service de votre business, très souvent, on va m'associer le personal branding et visibilité. Alors, la visibilité n'est pas qu'un sous-produit, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'impact sur 3 leviers. Le premier levier, ça va être l'acquisition, le deuxième, la fidélisation et le troisième, les partenariats. Donc l'acquisition va être plutôt d'attirer les bons clients, les bons projets ou plutôt d'aligner, on va dire, votre réseau avec votre expertise et vos valeurs. Donc un personal branding qui va être fort va forcément filtrer le fait de voilà, faire venir ce qui vous correspond et faire repartir le reste. Le deuxième levier, ça va être les partenariats. Donc, le fait de travailler son personal branding va clairement ouvrir des synergies avec des marques. Pas que, hein, ça peut être aussi avec des éditeurs, avec d'autres experts. Bref, clairement, accélérer vos opportunités par effet de réseau. Et le troisième levier, pour moi, c'est clairement la fidélisation. Donc, entretenir la confiance et la relation pour augmenter la récurrence de vos missions, mais pas que, hein. Ça peut être de vos prises de parole ou le fait de rassurer aussi votre réseau dans la durée. Ces 3 mots, donc acquisition, partenariat et fidélisation, vont clairement structurer votre ROI. Votre personal branding va devenir un canal au même titre que l'outbound ou les événements ou tous vos leviers d'activation. Ça va être mesurable, pilotable et voilà, vous pourrez l'améliorer dans le temps. Tous ces leviers de question de mesurabilité va être vu après dans la suite du webinaire. Pour qu'il travaille, voilà, ces 3 leviers pour que ça se travaille, il faut clairement l'alimenter avec des preuves. Et pour moi, il y a 3 couches. Si on peut passer la slide d'après, Alex.
Voilà, super, merci. Du coup, les 3 couches, qu'on doit, selon moi, travailler, donc je l'ai un peu travaillé comme le SWOT, mais je l'ai, réduit en 3 lettres. Le MSP, donc métier, M pour métier, S pour secteur et P pour personnalité. Donc pour moi, le 1er levier, donc le métier, ça va être votre compétence, hein, clairement montrer votre expertise technique. Donc ça peut être de la data, de la cybersécurité, de l'IA, enfin tout ce qui vous fait en tant que personne, hein. Et là, l'idée, ça va être de mettre en avant votre expertise, partager des cas d'usage, des méthodes, des erreurs à éviter. Le 2e levier, le S pour secteur, c'est clairement votre connaissance du terrain. Explorer votre compréhension d'un secteur, ça peut être la banque, l'assurance, la pharma, l'industrie ou encore le retail. Voilà, illustrer votre connaissance par des cas précis, contextualiser l'ensemble, ne pas tomber dans des généralités. Aujourd'hui, voilà, c'est clairement d'avoir un vrai levier de différenciation de par votre expertise. Et enfin, le P pour personnalité, c'est plutôt un peu votre façon de faire, vos soft skills, votre posture, vos principes d'exécution. Comment vous allez prioriser tel ou tel sujet, comment vous collaborez au quotidien. Voilà, c'est les 3 leviers, selon moi, qui va nourrir votre personal branding. Côté retour d'expérience, comme j'ai pu le voir, voilà, de par mon expérience avec Crème de la Crème, et aussi avec Crème Connect, pour moi, ça tient en 3 règles. Donc, le fait de répéter les mêmes marqueurs, voilà, votre position doit être mémorisable. Si chaque prise de parole change de thème, de ton, d'angle, votre audience va vous perdre. L'idée, c'est de vous classer mentalement dans une catégorie et la répétition va clairement occuper l'esprit de votre audience. Montrer aussi les limites, dire je ne sais pas ou ce n'est pas mon territoire, renforce aussi votre crédibilité. L'idée, c'est pas d'être tout le temps dans moi je, mais plutôt aussi de montrer aussi vos failles. On est tous humains. Et puis, le dernier point en termes de retour d'expérience qui fonctionne assez bien, c'est les témoignages clients, les contenus croisés, les scènes partagées, voilà, les preuves par voilà, la collaboration. Voilà pour la partie plutôt business. Je dirais que pour conclure, le côté cadence va être plutôt tiré voilà, sur des formats plutôt réguliers, mesurés, on va dire. L'idée, c'est de commencer petit, être plutôt dans la qualité plutôt que de la quantité. Et voilà, la constance va battre le côté perfectible. Je dirais qu'un personal branding cohérent va clairement va être nourri par des preuves. C'est un actif qui va travailler pour vous sur l'acquisition, les partenariats et la fidélisation. Et justement, pour prolonger ce regard avec 2 angles complémentaires, moi, je suis ravie d'introduire 2 personnes que j'aime beaucoup. La première, c'est Valran, qui va plutôt apporter sa vision. Salut Valran sur le Crayon Rouge, donc CEO et cofondateur de Le Crayon Rouge. Je ne vais pas présenter son track records, il le fera très bien et je pense que beaucoup le connaissent. Et puis Manon, voilà, qui est directrice générale du Surligneur. Bonjour. Je vais vous passer la parole et je suis ravie de vous avoir avec nous ce matin. Merci beaucoup Ambre pour l'introduction. Je vais laisser Manon porter le dur du savoir parce que c'est elle qui est le plus en relation et dans le concret avec tous nos clients qu'on accompagne en personal branding, en relation presse, en création de contenu. Mais je voulais, avant de la laisser, parler d'une méthodologie qu'on a construite très récemment et qui est à ce jour, je pense, peut-être le truc le plus pointu qu'on ait fait en France sur le personal branding. Parce qu'on est vraiment parti du point de départ de ce que nous disent beaucoup de gens avec lesquels on travaille ou avec lesquels, du coup, on n'a pas travaillé, qui est de quoi je parle et comment je parle.
De quoi je parle? Ça, je trouve que tu l'as bien dit, Ambre, c'est-à-dire le fait de se centrer autour de son activité et de faire du personal branding un levier business. Mais de comment je parle, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Donc, je vais donner ça. C'est un petit lien. C'est tout nouveau. Vous êtes les premiers à qui on le communique en public. Donc, Ambre m'a demandé d'avoir la primauté pour toute la communauté crème. Donc, le voici. Le faites pas maintenant, faites-le après la conférence, cet après-midi et tout. En gros, c'est un test de personnalité fait un peu sur le modèle du test 16 Personalities ou appelé souvent MBTI. Et en fait, le but, c'est de réussir à, en une 20-25 questions, moins de 10 minutes, avoir une personnalité de personal branding extrêmement claire sur laquelle on peut s'appuyer, avec des grands axes. Donc, le but de ça, c'est en gros, ce test, il est sur 4 grands aspects. Premier aspect, c'est l'explorateur, celui qui va découvrir sa discipline et la communiquer. Le deuxième, c'est sur quoi, celui que tu as d'après? Celui que tu as juste après? C'est tout ce qui est leader de communauté. Donc le deuxième, c'est le leader de communauté. Donc c'est le fait de construire d'abord et avant tout pour les autres et donc d'utiliser les autres comme levier de communication. Le troisième, c'est la grande gueule. Donc la grande gueule, c'est quelqu'un qui va dire ce qu'il pense même si ça déplaît. Et la quatrième, c'est l'expert, donc la personne qui va utiliser son savoir pour faire autorité. Sauf que ça, c'était un peu limitant. Et donc, on a créé une combinaison de ces deux facteurs avec une majeure et une mineure, ce qui crée à la fin 12 personnalités qui vont permettre à vous d'avoir tous les modèles, toutes les infos, toutes les indications, tous les conseils pour pouvoir réussir à communiquer sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez utiliser à tous les niveaux du personal branding, c'est-à-dire que vous publiez déjà ou que vous ne publiez pas, c'est vraiment un guide quotidien sur lequel vous pouvez vous appuyer pour être certain de ne pas vous disperser et d'être le plus proche de ce que vous avez envie d'être. Et c'est hyper important de comprendre ça. Ce test-là, ça ne révèle pas votre horoscope ou le futur que vous allez avoir de votre vie professionnelle ou amoureuse. Ça permet d'avoir une cartographie personnelle de la manière dont vous voulez vous exprimer, des gens que vous suivez et auxquels vous avez envie de ressembler, et de vous permettre de vous mettre dans un moule beaucoup plus personnalisé pour réussir à communiquer efficacement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est plus de 3 ans de travail au quotidien avec des personal branding comme celui d'un Blaise Matuidi, d'une Kelly Massol, d'un Mounir Lagoun de Finari, d'une Yasmine Douadi, donc de gens qui sont vraiment des personnalités de premier plan dans le personal branding en France. Et en travaillant avec eux, on s'est rendu compte que le plus difficile dans le personal branding, c'est avoir une constance. Être capable d'être identifié sur un sujet, un ton, une personnalité. Et donc, pour réussir à faire ça, on a construit ce test que je vous laisserai faire après la conférence. Et après, pour introduire un petit peu le travail de Manon, nous, notre thèse sur le personal branding, c'est que le plus important, c'est d'avoir une bonne stratégie. La constance plutôt que la perfection, évidemment. Avoir un format plutôt que 12, évidemment. Réussir à comprendre quel est le persona qu'on veut cibler, évidemment aussi. Mais le point de départ, c'est savoir où on va et savoir comment on veut communiquer. Et ça, la manière dont ça s'organise et dont ça s'orchestre, c'est d'abord et avant tout comment on réussit à adapter une stratégie en fonction de l'objectif qu'on a, parce que tous les objectifs ne sont pas les mêmes et les stratégies vont dépendre évidemment des objectifs qu'on se fixe. Très bien. Merci. Ouais, faites le test parce qu'il est incroyable et les peu de gens qui l'ont fait, ça les a vraiment aidés sur leur positionnement même en interne, en externe. Enfin, c'est vraiment énorme. Donc, faites-le tous. Et donc, par rapport à ça, justement, comment on adapte en fonction de la stratégie, on va aller chercher plusieurs choses. Comment est-ce qu'on génère du trafic, on touche un maximum de monde. Donc là, c'est si vous avez plutôt un enjeu de notoriété. Nous, on va chercher à savoir si vous cherchez plus notoriété, crédibilité ou conversion. Évidemment, quand vous gagnez en notoriété, vous pouvez gagner en conversion par la suite, mais votre objectif numéro 1, qu'est-ce que c'est? Et dans ce cas-là, ça se divise en plusieurs choses. L'objectif de visibilité, c'est si jamais vous souhaitez, par exemple, votre goal numéro 1, c'est de passer sur un TF1, un BFM Business, par exemple, passer sur des conférences. Et dans ce cas-là, l'objectif, c'est de faire des posts tofu. Le tofu, c'est le top of funnel. Donc, l'objectif pour nous, en faisant ces posts, ça va être de toucher un maximum de monde. Donc, on va être sur des sujets vraiment très généralistes sur votre cible. Beaucoup de storytelling, notamment donc, pour parler de votre activité, de ce que vous faites.
Donc ça, c'est vraiment si vous voulez aller sur plus de la visibilité. Si vous êtes plus sur un enjeu de crédibilité, donc vous souhaitez être reconnu comme un expert sur votre sujet de prédilection, dans ce cas-là, on va aller à la fois sur des sujets qui sont très top of funnel, donc ce qu'on appelle tofu, plutôt à 30%, évidemment, ce n'est pas une science exacte, mais imaginons si vous faites 8 posts par mois, et j'irai après sur le rythme, on va être à environ 2 posts par mois sur du tofu, 6 posts par mois sur du mofu. Le mofu, c'est le middle of funnel, c'est ce qui va concerner votre secteur d'activité. C'est toutes les personnes qui gravitent autour de votre job, de ce que vous faites, qui vont être intéressées par ce poste et non pas n'importe qui. Le tofu, on va aller viser n'importe qui. Et après, il y a les objectifs de conversion. Donc ça, c'est le troisième objectif. Et là, on a deux directions qu'on peut prendre. La première, c'est si vous êtes suivi par au minimum 4000 personnes sur LinkedIn et que vous recherchez du coup en priorité à avoir de nouveaux leads, on va aller viser à la fois tout ce qui va être secteur d'activité, votre secteur à 60%. Donc, c'est-à-dire sur 8 postes, on va être approximativement à 5 postes par mois sur votre secteur d'activité. Donc, on va parler par exemple de vos tendances de secteur et à 40% sur de la niche. Donc, par exemple, parler d'un cas client. Donc, ça va être sur 3 postes par mois. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut poser comme question. Une fois que vous avez fait le test et que vous savez à peu près quel type de personnage vous êtes, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux convertir? Est-ce que je veux de la crédibilité? Ou est-ce que je veux de la notoriété? Et donc, suivre un petit peu près cette boucle. Là, vous avez tout ce qui est grand débutant sur les objectifs de conversion. Donc, certains d'entre vous démarrent peut-être sur LinkedIn, veulent quand même des leads et donc cherchent la stratégie la meilleure pour cela. Et donc, là-dessus, on va être plutôt sur 6 mois sur la première stratégie, sur cette stratégie de 70% de tofu. Donc, on va aller viser le maximum de personnes pour que le maximum s'abonne aussi, avoir une bonne base de votre côté. Et puis, de la niche, donc du 30% sur des cas clients, sur du très concret, pour espérer avoir cette conversion au final que vous recherchez. Et une fois que ça s'est fait, une fois que vous avez atteint vos 4000 abonnés, qui est à peu près le palier qu'on considère ici, vous allez opter sur cette stratégie que je vous ai montrée, c'est-à-dire 60% de mofu, 40% de bottom of funnel, donc de contenu un petit peu plus niche pour convertir. Sur tout ce qui est choix des formats, nous, là, on va venir vous aider aussi, c'est sur les idées de poste au surligneur. On voit que c'est à peu près la principale problématique auquel on est confronté, c'est j'ai 1000 choses à dire, mais je ne sais pas quoi dire. Donc là, il y a plusieurs points à prendre en compte. Et nous, on vous a mis justement un petit listing d'idées de poste. Ce que je vous disais sur des choses très beaufou, très niche, et je pense que c'est la majorité des gens ici qui souhaitent faire de la conversion, c'est le conseil d'expert. Je vais partager des recommandations, je vais partager des insights pour justement aider les personnes qui me suivent à comprendre mon secteur et pourquoi pas justement à me contacter pour en savoir plus sur mes services. J'en prends d'autres au hasard. Si je veux aller toucher vraiment quelque chose d'assez bottom of funnel, donc sur mon secteur, je vais parler d'analyse de tendance, je vais décrypter des nouveautés. Là, ça va donner envie à certaines personnes qui sont intéressées déjà par ce que je fais de me contacter, de commenter et de suivre aussi mes contenus qui sont par exemple plus experts. Et je vous donne des contenus qui sont peut-être plus tofu, donc pour aller cibler un maximum de monde, ça va être des anecdotes. Des anecdotes, qu'elles soient pro, des anecdotes, qu'elles soient perso. On raconte vraiment une histoire telle qu'on l'a ressentie, typiquement mon premier passage sur TF1 et comment je l'ai vécu sur une anecdote très finalement assez personnelle qui va aller toucher aussi le cœur des gens. C'est ce qui va faire que vous allez toucher un maximum de monde sur une appli plus tofu. Et je vous en ai mis quelques-unes encore, des erreurs à éviter sur votre secteur. Donc, si jamais vous voulez toucher un public très du coup B2B, ou alors des perspectives, qu'est-ce que vous imaginez sur le secteur dans 5, 10, 20 ans, ou des réflexions en jeu, des recommandations de ressources, ce qui peut aussi bien marcher, podcast, formation, etc. Sur les accroches, c'est souvent la quatrième chose qui peut être complexe, c'est comment est-ce que je démarre mon post. Ici, on vous a mis une sélection de 10 accroches qui fonctionnent très bien. Typiquement, j'ai réussi à toucher plus de 400 personnes grâce à cette méthode et grâce à cette nouvelle offre que j'ai sortie, par exemple, sur un contenu très niche, je vous le disais. Ça, on est quasi sûr que cette accroche, on est sûr que cette accroche va fonctionner auprès de votre site parce qu'elle reprend les patterns que vous avez ici et que vous pouvez réutiliser de manière vraiment tellement évidente, tellement simple.
Je confesse qu'au départ, j'avais super peur de passer sur des médias. Pourtant, grâce à cette méthode, j'ai réussi et je cartonne tous mes passages. Voici pourquoi, avec petite explication. Et c'est super pratique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut reprendre bien sûr, à adapter en fonction de ce que vous voulez dire, en fonction du public que vous voulez toucher. Donc ça, vous pourrez les reprendre. Et typiquement, je reprends sur ce qui pouvait être tofu comme sujet, visibilité. J'ai subi tel événement douloureux parce que j'ai commis cette erreur. Et pour pas que vous la commettiez, je vous raconte ce qui s'est passé. Hop, petite accroche. Et après, ça déroule aussi en fonction, très storytelling par la suite. Pour les photos, c'est un sujet que pas mal de personnes ont aussi. Moi, je vous recommande d'éviter, même si c'est assez tentant, les photos qui sont générées par IA. Pourquoi? Parce que, comme le disait super bien Ambre au tout départ, on va chercher de l'authenticité. Et donc, si on n'a que des photos qui sont générées par IA, c'est un petit peu dommage, on ne capte pas réellement, en fait. Et donc, ça accroche moins. Pareil sur les photos très costard cravate. Si jamais dans votre vie de tous les jours, vous êtes tout le temps en costard cravate, go. Sinon, évitez. On veut vraiment du naturel. Vous ne prenez pas trop la tête. Il n'y a pas forcément besoin de faire appel à un photographe pro pour les photos. Vous pouvez faire appel à un de vos collègues, par exemple, ou de vos proches pour vous prendre en photo dans différents contextes, en train de bosser dans la rue, en rendez-vous, par exemple. Et vous allez avoir des top photos. Pour vos posts LinkedIn, je vous recommande de faire d'ailleurs des petites sessions. Ça peut être une session d'1 heure. Prenez un maximum de photos. Prenez 3-4 vêtements différents. Comme ça switch un petit peu. Vous n'avez pas toujours la même dégaine sur vos photos. Et vous avez du coup un stock conséquent et utilisable sur le temps. Manon, pardonne-moi, je me permets juste une petite remarque. Valran, on me dit dans le chat qu'on entend ton clavier. Ah merde, pardon. Non, voilà, une petite aparté. Ouais, on est sur le même audio, désolé. Ouais. Et ouais, voilà, donc ça c'est tout ce qui va être sur les photos qui peuvent parfois poser problème et qui ne devraient pas. Ensuite, une question qu'il faut vous poser lorsque vous rédigez un post, et ça peut paraître bête, mais c'est pourquoi est-ce que je veux rédiger ce post? Donc, qu'est-ce que je veux? On a vu les objectifs. Je veux convertir, je veux gagner en notoriété. On a vu les accroches. Mais du coup, qu'est-ce qu'on veut susciter chez notre audience? Ça compte beaucoup et c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Et nous, on a travaillé sur 4 choses principales dont on souhaite parler lorsqu'on rédige un post et qu'on publie un post. La première chose au niveau des types de likes, ça va être le like de connivence. Typiquement, je vais liker le post parce que je suis d'accord avec l'idée qui est exprimée et pourtant, je pense que très peu de gens l'expriment et moi d'ailleurs, je n'oserais peut-être pas l'exprimer. Typiquement, ça peut être un coup de gueule sur une cause. Là, on vous a mis… Même un sujet technique. Ouais. En fait, c'est vraiment la question de cette personne-là exprime une opinion que je n'arrivais pas à exprimer aussi bien ou que je n'ai pas eu le courage d'exprimer moi-même. Et typiquement, c'est le premier, ça peut être de la connivence, ça peut être de la réciprocité. Donc, je donne de la valeur aux gens. C'est les astuces, c'est, je sais pas, j'ai écouté ce podcast et ça a changé quelque chose, ça m'a donné un déclic. Donc là, on va aller liker parce qu'on remercie la personne de nous donner autant de valeur. Et ça peut être justement aussi technique. Tout ce qui est soutien, et là, c'est ce que je vous disais sur tout ce qui est aspect storytelling plus notoriété. Je raconte quelque chose qui m'est arrivé, je raconte un conflit que j'ai eu avec, même si on évite un petit peu le conflit quand même sur LinkedIn, avec un collègue ou avec un client que j'ai su résoudre par la suite, terminer sur une petite note positive. Et donc, les gens vont aller liker parce qu'ils sont empathiques vis-à-vis de notre situation et ça crée un petit peu chez eux cet effet miroir. Et le dernier qu'on aime bien ici, c'est tout ce qui est like de mindfuck. On part de quelque chose que tout le monde va partager et on démontre que cette chose, par exemple, peut être à côté dans certaines situations. Donc, c'est tout ce qui peut être sujet de fond, mais on l'aborde avec un angle inattendu, original. Et donc, les gens vont aller liker parce qu'il y a un effet de surprise qui émerge de votre post. Et après, qu'est-ce qu'on sait sur l'algo? Donc ça, je passe un petit peu. Tout ce qui est sur le nombre de posts qu'on va faire, ce qui compte, c'est d'être régulier sur LinkedIn, histoire qu'on vous voit régulièrement, que ça soit pas… on ne va pas commencer avec 5 posts par semaine si vous pensez que vous ne tiendrez pas le rythme. Préférez commencer par 1-2 posts par semaine, ce qui est déjà pas mal lorsque vous commencez. Et typiquement, après, si vous tenez ça pendant 3-4 semaines, augmentez le rythme, passez à 3, passez à 4.
Mais ce qui va effectivement compter, c'est cette régularité que même vous vous mettez. Après, si vous publiez, je ne sais pas, le mardi, le jeudi par exemple, et qu'à un moment, vous avez oublié le jeudi, publiez le vendredi. Enfin, les gens s'en fichent des jours. D'ailleurs, ils auront, et ça on l'oublie souvent, rapidement oublié votre poste. Donc, on soigne bien lorsque c'est le démarrage, mais enfin, vous pouvez poster. Vous pouvez poster et ne pas trop vous prendre la tête non plus sur tous les posts. Et ensuite, évitez, que je vous disais sur le naturel, de copier les influenceurs très putaclic, sans mettre du tout de fond, sans mettre d'émotion. Et évitez les posts qui sont sans images aussi, parce qu'on capte mieux lorsqu'il y a des images. Sur le fait de copier les autres, c'est une méthode qui est souvent reprise, notamment pour les gens qui débutent. C'est hyper important de comprendre deux choses. La première, c'est que tout le monde ne joue pas au même jeu que vous. Il y a des gens qui jouent au jeu de faire beaucoup de likes pour réussir à avoir des sponsors, des partenaires ou pour vendre à une cible qui est très, très, très grand public et pas très qualifiée. Et donc, du coup, regardez ces gens-là en se disant, putain, ils font beaucoup plus de likes que moi, donc en fait, il faut que je fasse comme eux. Ok, peut-être qu'ils font plus de likes que vous, mais ont-ils des leads aussi qualifiés que les vôtres? C'est pas certain. Et la deuxième chose, c'est aussi le fait de comprendre que dans le fait de s'inspirer des posts des autres, et on est les premiers à le faire, comment vous raccrochez ça à ce qui concerne votre propre business? Je vous prends un exemple très simple. Il y avait un restaurateur qui avait fait un post pour dire que Salt Bay, donc celui qui faisait le sel comme ça à Dubaï avec les steaks dorés, il avait fait faillite ou parce qu'il avait fait des erreurs de gestion et qu'il avait été très très mauvais entrepreneur dans sa partie restauration. Moi, j'ai repris le post et j'ai repris l'accroche de A à Z. Mais en revanche, après, j'ai déroulé pour faire tout un post concernant le marketing, la communication, la manière dont une marque, elle se crée, elle se détruit aussi via les réseaux sociaux. Et du coup, de parler de mon expertise de la création de contenu. C'est pour vous dire qu'en fait, vous pouvez vous inspirer des autres, mais toujours en raccrochant avec votre sujet. Et si vous le faites, citez la personne dont vous êtes inspiré. Ça me paraît être la base du respect. Et votre objectif aussi, comme le disait très bien Valorant, si vous avez un objectif qui est plus de convertir, vous allez peut-être avoir moins de likes sur vos publications et ça peut être normal aussi. Donc ça, je vous en ai un petit peu parlé, le rythme des posts sur quand publier. Jusqu'à 3, vous pouvez en publier 4 par semaine, mais 3 c'est déjà pas mal et ça donne un bon rythme aussi. Un post, c'est vraiment le rythme de la constance. J'ai envie de publier, mais j'ai peur de ne pas tenir le rythme. Là, c'est un rythme qui est super facile à tenir sur la durée. Et ça vous permet de travailler justement vos publications, de bien suivre, de bien répondre à vos commentaires aussi. 2 posts par semaine, c'est idéal pour accélérer, mais sans vous surcharger non plus. Ça vous permet, vous, d'être aussi pas mal présent et vous gardez aussi ce bon équilibre entre votre activité qui est déjà prenante et la communication. Et 3 posts par semaine, c'est la meilleure manière de gagner rapidement en notoriété et en croissance sur LinkedIn. Je vous ai mis un petit repère des posts que vous pouvez faire sur un 2 par semaine, typiquement plus valeur expertise, plus image sur 2 posts par semaine, 3 posts par semaine, donc plus sur de l'expertise, du coulisses, des actus que vous pouvez reprendre. Ça vous donne aussi quelques idées à adapter, bien sûr, toujours en fonction de votre objectif. Et sur quelques derniers insights, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, mais n'oubliez pas tous les peut-être 3 mois vous pouvez recycler un contenu en changeant 2-3 trucs pour évidemment l'actualiser, mais c'est toujours possible. Et n'oubliez pas aussi d'interagir avec votre audience. On reste quand même sur un réseau. Ça peut paraître bateau, mais c'est primordial. Répondez un petit peu à vos commentaires, à vos DM, acceptez aussi les gens qui se connectent à vous. Voilà. Je vous remets parce que je ne vous vois pas pendant que je présente. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder le chat. Alors oui, effectivement, il y a quelques questions. Si effectivement, tu as accès, hein, Manon, confirme-moi que tu as accès. Ouais, je vois, ça y est. Ah, super. Bon, je vous ai sauvegardé plusieurs questions. Il y a Maël, Soufiane, Nassim et Wassima qui ont partagé. Puis moi aussi, j'ai moi-même une question pour la suite. Alexandre, peut-être commence le temps que je Bien dise. sûr. Ouais, tu poses les questions, Alex, comme ça, c'est… Oui, avec grand plaisir. Effectivement, alors on avait Wassima qui justement se posait la question de qui revenait un peu sur le sujet de l'audience.
C'est que c'est donc comment se positionner quand on est C-level. Donc j'assume, Wassima, que tu es C-level toi-même. Donc CEO, Chief of Staff, tu le précises un peu. Justement, comment cibler taille de boîte? Je sais que Valorant a un petit peu répondu aussi sur le chat. Est-ce que tu peux peut-être phraser à l'oral? Bien sûr, quand on est C-level ou quand on vise les C-level? Alors, moi, de ce que je comprends, c'est quand on est C-level. Mais Ok. Bah alors, quand on est C-level, c'est important de comprendre parce qu'on a un rôle un peu hybride qui est le fait de ne pas être le fondateur de sa propre entreprise et en même temps d'avoir un poste de direction. Donc d'être, on va dire, pile au milieu de j'ai pas tout à fait la liberté de celui qui a créé l'entreprise, mais en même temps, j'ai une responsabilité qui fait que j'ai quelque chose à raconter, j'ai un certain statut à pouvoir défendre. Déjà, première étape, c'est de se mettre bien avec l'entreprise en question. Ça, c'est toujours, c'est votre tambouille interne. Moi, ça, j'interviens pas là-dessus. Mais partant du principe que l'entreprise est OK que vous communiquiez. Moi, j'irais surtout poser la question de qu'est-ce que les réseaux sociaux peuvent augmenter de mon travail. Donc, si je suis en marketing, comment ça peut m'aider à trouver des influenceurs moins chers, des agences qui ont le plus envie de se battre pour moi, comment je peux trouver des talents à recruter qui sont plus puissants, comment je peux réussir à construire une communauté qui va m'apporter les meilleures idées, les meilleurs insights marketing parce que moi-même j'en partage. Et donc du coup, en fait, j'utiliserai tout ça et potentiellement même tout simplement promouvoir mon propre produit. Si moi je suis C-level de, je sais pas, on va dire, enfin CMO de Duolingo, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes téléchargent Duolingo. Si je suis Chief of Staff de Duolingo, mon job, c'est qu'il y ait le maximum de candidatures qui arrivent à Duolingo. Si je suis COO de Duolingo, mon but, c'est qu'il y ait le maximum d'opérations internes qui se fonctionnent bien et de créer les meilleures structures possibles. En fait, quand vous êtes C-level, vous avez quand même des KPIs de job que vous pouvez réussir à appliquer et à augmenter en ayant une présence dans le personal branding. Et nous, on accompagne essentiellement des entrepreneurs, mais on accompagne aussi des C-level qui ne sont pas forcément ou fondateurs ou même patrons de leur entreprise. Parce que c'est utile, c'est rentable pour l'entreprise de faire communiquer ces personnalités-là. Je vais vous prendre un exemple, une boîte cotée que je ne citerai pas, mais on a la directrice générale France. Donc, il y a le directeur général monde au-dessus d'elle et même le COMEX monde au-dessus d'elle. Mais elle a besoin de communiquer pour réussir à fédérer son équipe en France, pour réussir à créer de la confiance, gagner des clients, être présent sur des appels d'offres, pouvoir réussir à grossir en fait son scope. Et grâce à l'action qu'on a menée, aujourd'hui, elle est mise sur tous les appels d'offres parce qu'on veut cette personne-là, parce qu'on aime son contenu sur le sujet qu'on traite. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Valorant. Je me permets de rebondir parce que moi, je le vois beaucoup avec Crème Connect. Depuis que je communique sur LinkedIn, clairement, ça nous a permis de faire un vrai step. Donc, je communique beaucoup sur Crème de la Crème, je communique beaucoup sur Crème Connect. Grâce à ça, j'ai eu pas mal de sponsors sur mes événements. J'arrive à monter des webinars avec Valorant et Manon, ce que j'aurais pas pu faire si je n'avais pas été active sur LinkedIn. Ça me permet de rencontrer des gens que j'aurais pas pu rencontrer dans la vraie vie, dans la vie réelle. C'est-à-dire que je sors de chez moi, je vais prendre mon métro pour aller au boulot. Je vais pas rencontrer ces gens-là ou je ne vais pas savoir que c'est ces gens-là qui m'entourent. Sur les réseaux sociaux, voilà, ça permet aussi de qualifier, mais aussi de faire des rencontres, de savoir ce qu'on organise chez Crème de la Crème. On fait des tables rondes, on en fait une là au mois de décembre sur l'IA et les médias. Ça permet aussi de faire rayonner tout ce qu'on peut faire avec Crème Connect pour avoir des sponsors, avoir des speakers, pouvoir permettre d'avoir du contenu pour notre réseau, nos membres et nos experts de la communauté Crème de la Crème. Voilà, en fait, ça fait un levier d'effet boule de neige. Donc, je rejoins vraiment ce que tu dis, Valorant, parce que sans ça, j'aurais clairement pas pu avoir tout ce qui me permet aujourd'hui de faire tous les événements que je propose à nos experts et au C-level. Je rebondis sur la question de Mathieu qui est super intéressante et encore plus dans la communauté qui est celle dans laquelle on est aujourd'hui, avec beaucoup de freelances qui font des missions au long terme. Je pose 3 questions pour Mathieu. Première question, est-ce que tu es content de faire des missions long terme et est-ce que tu es content de ton TJM? Est-ce que tu penses que tu pourrais faire des missions qui sont plus court terme avec un plus haut TJM? Est-ce que tu as envie d'avoir, entre guillemets, plus de concurrence autour de ta propre personne? Si c'est le cas, il faut que tu crées un monopole personnel
et donc un personal branding pour réussir à augmenter ton TJM et augmenter le volume de missions sur lequel on te demande. Sinon, tu dépends en fait constamment d'un client qui va passer par un intermédiaire. Alors que plus tu es connu, plus ta valeur sur le marché augmente. Deuxième chose, si tu as trop de demandes de missions, qu'est-ce qui t'empêche de… voilà, exactement. C'est typiquement ça, Mathieu. C'est vraiment, plus tu es expert, plus tu peux choisir tes missions, plus elles peuvent être plus courtes et en même temps mieux payées. Deuxième chose, le fait que si jamais tu as trop de demandes de missions parce que tu aurais réussi ton personal branding, qu'est-ce qui t'empêche de filer ces deals contre un pourcentage de 10 ou 20% à d'autres freelances qui cherchent des missions et réussir à te créer un complément de revenu et un side business parce que toi, tu es un point de passage, un carrefour sur ton expertise. Troisième chose, qu'est-ce qui t'empêche d'être sponsorisé? Il y a beaucoup d'outils qui cherchent à rentrer dans les entreprises, à rentrer dans des plateformes pour bosser. Et ça, c'est une audience qui va te permettre de monétiser ça. Je prends juste mon exemple personnel. Là, je ne parle même pas en tant que boîte, mais même en tant que fondateur du Crayon. Moi, je suis sponsorisé par Pennylane et Pipedrive parce qu'on utilise Pennylane et Pipedrive. Donc, en fait, moi, ça me permet à faire en sorte que ça nous coûte moins cher à la boîte parce que du coup, on les a à des prix réduits et en même temps à gagner de l'argent parce que je monétise ma communauté d'entrepreneurs en disant, regardez, Pipedrive et Pennylane, c'est génial. Donc, je comprends ce que tu dis, Mathieu. C'est sûr que quand tu fais des missions de 12 mois, tu peux être tenté d'être un peu plus passif, un peu plus siège passager. Mais si tu veux augmenter tes revenus, raccourcir tes missions, créer un side business et te faire sponsoriser, le personal branding sera une super opportunité. Il est un petit peu provoque, donc il n'est peut-être pas du goût de tout le monde. Mais un Chris Scully sur le développement d'applications, il est extrêmement remarquable sur justement avoir réussi à créer un personal branding très fort qui lui rapporte du business. Vous travaillez ensemble, du coup, vous travaillez avec Chris ou… On a travaillé plusieurs fois avec Chris, notamment, il produisait certaines de ses émissions chez nous à une époque. On se connaît un peu. Et puis moi, dès que j'ai des missions tech, c'est à lui que je les envoie. Du coup, il est devenu un point de passage. Du coup, je vois qu'il est bientôt l'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste encore un petit peu puisqu'il y a quelques questions. J'en profite également pour vous rappeler que je viens de vous partager un survey live. Donc, n'hésitez pas à partager est-ce que ce webinaire a été utile pour vous. C'est très important pour nous, ça nous donne du feedback. Je vous remets juste le lien pour le test si vous voulez l'utiliser. Oui, avec plaisir, Valran. Et du coup, je vois qu'il y a une question de Maël qui a été votée 6 fois. Donc, je pense que c'est un intérêt aussi pour plusieurs personnes dans l'audience. Quid de la saturation du réseau et du secteur? Perso, j'ai facilement 3 posts par jour de mon réseau qui me racontent leur vie, leur découverte, qui a changé leur perception du monde. Donc, c'est vrai qu'on peut parler aussi des fois d'overdose. Mais ça, c'est les réseaux sociaux de manière générale, Alex. J'ai envie de te dire… c'est un peu drôle cette question parce que hier, il y avait une humoriste qui faisait tout un truc sur LinkedIn. Ça m'a fait marrer. Je l'ai partagé à Jean-Charles et Greg, les cofondateurs de Crème de la Crème, parce que c'est vraiment ça, en fait, entre les personnes qui racontent leur vie perso ou qui font des choses vues et revues. Oui, effectivement, il y a une vraie saturation. C'est pour ça que… c'est ce que je disais au départ, en fait. Pour moi, il y a vraiment 3 leviers sur lesquels il faut travailler. C'est son expertise technique, voilà, et ce qui, derrière, va découler tout le reste de votre personal branding. En fait, la qualité avant la quantité, quoi, clairement. Parce que sinon, vous allez saturer votre réseau et vous allez les perdre. Mais c'est surtout que vous n'avez pas besoin de faire 150 ou 200 likes sur LinkedIn pour réussir à créer des opportunités grâce à LinkedIn. Vraiment, et ça, c'est important de se rendre compte. Les gens qui racontent leur vie sur LinkedIn, ça en dit long aussi sur ce que vous consommez ou sur ce que votre communauté proche consomme sur LinkedIn. La réalité, c'est que moi, ça m'a pris bien une semaine, il y a 6-7 mois, mais j'ai pris une semaine où à chaque fois que je voyais un post que je trouvais inintéressant, je l'indiquais à l'algo. Ça ne m'intéresse pas. Et maintenant, moi, sur LinkedIn, j'ai essentiellement des contenus sur les médias, l'influence et l'IA, et qui sont les sujets sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment. Et en fait, du coup, maintenant, j'ai des trucs hyper quali et j'ai presque l'impression d'être un peu sur le Twitter US quand je suis sur mon LinkedIn. Mais ça, c'est à vous de faire le tri. Et derrière, c'est à vous aussi de combattre en tant qu'écosystème, en tant que globule blanc de cet écosystème de contenu, de créer des contenus de qualité pour qu'on soit moins noyé sur des contenus de merde. Mais après, derrière, ça fait partie du jeu, c'est sûr. Le divertissement fait plus de vues que l'éducation. Nous, on le voit bien sur nos chaînes YouTube, sur nos comptes Instagram et tout.
nos amis qui ont le plus d'abonnés, c'est quand même des youtubeurs et des créateurs de divertissement. Donc oui, forcément, quand on va voir des Inoxtag ou des trucs comme ça, bah oui, ils font du divertissement, donc forcément, ça fait beaucoup plus de vues. Mais de l'autre côté, est-ce que ça a plus ou moins de valeur que ceux qui vont aller faire de l'éducation sur une plus petite niche? Un Micode, par exemple, sur la tech, bah, ça se jauge, hein, ça se jauge vraiment, parce qu'un Micode sur la tech, aujourd'hui, ça a une très grosse valeur pour lui, pour l'audience et tout. On est bon, Alexandre, ouais? Eh ben écoute, je pense qu'on est bon et j'ai toujours l'habitude de demander à tout le monde, donc aux intervenants et à l'audience, de s'applaudir s'il vous plaît. C'était super. Même si on ne vous entend pas, on sait que tout le monde applaudit. C'est un sentiment partagé. Donc déjà, merci à toutes et à tous pour votre participation. Je vois que le webinaire a été apprécié et que ça a été du temps investi utilement pour vous. Merci pour vos retours. Un grand merci Manon, Valran pour votre expertise et puis c'était vraiment chouette de discuter avec vous sur ce sujet. Un grand merci à Ambre également pour ta contribution sur justement comment générer une opportunité. C'était un contenu qui était très complémentaire et peut-être je vous laisse le mot de la fin. Prenez la parole, les amis. La vie est trop courte pour se cacher derrière son petit doigt. Je suis bien d'accord avec toi, Valran. Et si vous avez besoin d'être accompagné plus largement, n'hésitez pas à contacter Manon ou moi sur LinkedIn et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Merci Manon, merci Valran pour ce super webinaire. Merci pour cette belle collaboration avec Crème de la Crème. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée tout le monde. À bientôt. Au revoir. Salut, salut. Steal away, lock up all your